Brossolette, je suis en charge des relations transfrontalières et internationales au sein de l'IMERIR à Perpignan. L'IMERIR qui est une école d'informatique et de robotique en apprentissage. Donc nous on propose 3 formations, un DUST, une licence et un master. Et on propose également le programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Alors, de quoi il s'agit? Déjà, il va permettre à des jeunes entrepreneurs et des hauts entrepreneurs, vous verrez par la suite qu'est-ce qu'on appelle jeunes entrepreneurs et hauts entrepreneurs, mais ils vont avoir la possibilité de partir dans tous les pays de l'Union européenne pour un échange, mais également dans des pays internationaux. On ne s'arrête pas forcément qu'à l'Union européenne. Il peut s'agir également de pays internationaux comme les États-Unis, le Canada, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, Israël. Donc pour ce programme-là, on le verra à la fin de présentation. Je vous expliquerai également comment ça se déroule. Mais pour faire simple, c'est plus ou moins la même chose qu'Erasmus Jeunes Entrepreneurs. Donc ce programme, il va permettre un échange de 1 à 6 mois. La périodicité de ce programme, elle est décidée entre le nouvel entrepreneur et l'entreprise d'accueil. C'est entre ces deux parties qui est décidé de combien de temps va durer l'échange. Alors évidemment, par la suite, il y a un commun accord qui se fait, on le verra tout à l'heure, mais en grande partie, on est sur 1 à 6 mois d'échange. Évidemment, Erasmus Jeunes Entrepreneurs, ça va permettre des échanges, de nouvelles idées commerciales, de nouvelles idées de marché, de nouveaux contacts, que ce soit autant pour l'entreprise d'accueil que pour le nouvel entrepreneur. Qui peut donc participer à ce programme? Des nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs d'accueil. Nouveaux entrepreneurs, on va entendre par là autant une personne qui a déjà créé son entreprise mais depuis moins de 3 ans, ou alors une personne qui n'aurait toujours pas créé son entreprise, qui aurait l'objectif de la créer. Et ce programme va lui permettre de savoir, en partie, si oui ou non l'entrepreneuriat est fait pour elle. En termes d'âge, le programme est ouvert de 18 à 60 ans, voire plus. Il n'y a pas de limite d'âge. Concernant les entrepreneurs hôtes, il faut que l'entreprise soit créée depuis plus de 3 ans. C'est une obligation. Pour accueillir un nouvel entrepreneur, il faut que cette entreprise soit créée depuis plus de 3 ans. Si c'est le cas, il n'y a aucun souci. L'entrepreneur peut accueillir un nouvel entrepreneur européen. Alors, comment fonctionne ce programme? Ce programme, il va fonctionner en 5 étapes. Je vais vous expliquer vraiment du début du process jusqu'à la fin. En prenant un exemple qui pourrait exister, on va avoir un Français qui va être un nouvel entrepreneur, un jeune qui n'aurait pas forcément déjà créé son entreprise. Et la petite maison signifie l'organisme intermédiaire. Qui est l'organisme intermédiaire? Dans le sud, dans la région sud, c'est IMERIR. C'est un point de contact local, c'est-à-dire que le nouvel entrepreneur va prendre contact avec nous et on va lui expliquer tout le process du programme Erasmus Jeunes Entrepreneurs, de la candidature jusqu'à la fin du programme. Vous le voyez en Pologne, ça va être l'entreprise d'accueil. Elle aussi a son point de contact local. Ce point de contact local va également suivre l'entrepreneur d'accueil dans les démarches et que tout soit bien établi. La première étape du programme, ça va être la candidature. Le jeune entrepreneur va entendre parler du programme et va contacter IMERIR. On va lui répondre, on va répondre à toutes les questions qu'il va avoir. Et on va commencer à parler avec lui du projet qu'il aurait, qu'est-ce que Erasmus Jeunes Entrepreneurs lui permettrait par la suite, ou il pourrait nous dire, bien voilà, moi j'ai déjà créé mon entreprise et aujourd'hui je voudrais avoir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances dans ces domaines-là. Et peut-être, pourquoi pas, aussi créer des partenariats avec notre entreprise en Europe. Donc, nous, on prend en compte ces
ses motivations. Et on va lui demander en premier lieu un CV Europass. Donc ce sont les CV européens. Donc ça c'est la première des choses qui est demandée, c'est le CV au format Europass. Et puis également un business plan. Le business plan, s'il a déjà créé son entreprise, logiquement il l'a déjà créé, il l'a déjà effectué. Si jamais il n'a pas encore créé de boîte et qu'il n'a jamais fait de business plan, bien évidemment, on va l'accompagner également dans ce travail. On va lui envoyer des exemples et on va voir avec lui comment il peut le créer à travers son projet. Une fois qu'on a ces deux éléments, il va pouvoir s'inscrire sur la plateforme Erasmus Jeune Entrepreneur. Il s'inscrit et il y appose, il télécharge les deux documents principaux, le CV, le business plan. Nous ensuite, étant donné qu'on l'a suivi déjà sur le CV, sur le business plan, on sait déjà à quoi s'attendre, donc on valide ou non la candidature. Si bien entendu on voit que déjà au niveau des motivations, ce ne sont pas des motivations qui sont attendues pour le programme, on ne va pas aller plus loin. Il s'inscrit sur la plateforme et on lui valide la candidature. À partir de ce moment-là, il va pouvoir rechercher une entreprise susceptible de l'intéresser par rapport à son domaine et à son secteur d'activité. Il va avoir accès à toute une base de données de toutes les entreprises hôtes du programme Erasmus Jeune Entrepreneur qui sont présentes dans toute l'Union européenne et dans les pays internationaux. Ensuite, il va commencer ses recherches, mais nous également en tant que point de contact local, l'organisme intermédiaire, on va également l'aider, on va également l'accompagner. Comment on va faire? On va regarder par rapport au secteur d'activité quelles sont les entreprises qui existent. Puis on va contacter les points de contact locaux dans les pays européens, savoir si une entreprise est susceptible d'être intéressée par ce profil-là. L'objectif est de créer un match le plus rapidement possible. Je reviens de suite sur une chose. Je vous ai dit précédemment que nous, on était une école d'informatique et de robotique. Ce n'est pas parce que nous, on est dans le secteur des nouvelles technologies qu'on ne va s'occuper que de nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer dans ce domaine-là. On va suivre tous les secteurs d'activité confondus. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être le secteur industriel, ça peut être la mode, n'importe quel secteur d'activité. Donc, une fois que notre jeune entrepreneur s'est inscrit sur la plateforme, il accède à sa base de données et il va commencer à contacter des entreprises. Pour ça, sur la plateforme, il a accès à toutes les données de l'entreprise d'accueil, à savoir son téléphone et le mail. Donc, il peut envoyer des mails, il peut contacter par téléphone. Nous aussi, de notre côté, on l'accompagne. Et bon, des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Mais il faut qu'il essaye autant de fois que possible. Et puis va arriver un moment, un match va se créer. Donc ici, si on reprend notre exemple, on va avoir notre nouvel entrepreneur qui va créer un match avec son entreprise d'accueil en Pologne. À partir de ce moment-là, commence la partie administrative. Alors ce n'est pas comme Erasmus, c'est beaucoup plus simple. Puisque sur Erasmus Jeune Entrepreneur, par rapport à la documentation administrative, on va créer une convention entre le nouvel entrepreneur et son entreprise d'accueil, une convention qu'il faut qu'il soit signée par les deux parties, et ensuite, au fur et à mesure, le process se crée, et en dernier recours, c'est la Commission européenne qui prend la décision si oui ou non le projet est accepté ou pas. Je vous le dis de suite, c'est rare quand les projets ne sont pas acceptés. Qu'est-ce qui peut faire qu'un projet ne soit pas accepté? Si par exemple, le nouvel entrepreneur n'a pas été dans son pays d'origine durant les 180 derniers jours. Si durant les 180 derniers jours, il a passé par exemple 60 jours dans un autre pays, il ne pourra pas participer au programme. Également, si il a déjà connaissance de son entreprise d'accueil.
Si déjà il a fait un stage ou s'il connaît du personnel dans cette entreprise-là, il ne peut pas effectuer ce stage-là. Enfin, je dis ce stage, on va dire ce programme, parce qu'on n'est pas sur du stage. Voilà, qu'est-ce qui pourrait faire que la Commission européenne refuse le projet. Également, durant cette partie-là, on va lui donner tous les conseils qu'il faut avoir pour participer au programme, à savoir que durant chaque mois dans le pays en question, il va devoir nous rendre un rapport mensuel, un rapport de toutes les activités effectuées. Ça m'amène à dire que lorsque on va effectuer toutes ces démarches administratives, il va également devoir effectuer, le nouvel entrepreneur avec son entreprise d'accueil, un plan d'activité dans lequel vont être référencées toutes les missions qui vont devoir être réalisées durant le projet. Ça va nous permettre, nous, ensuite, par rapport au rapport mensuel, de voir si les missions demandées dans le plan d'activité sont bien réalisées dans le projet. Et puis ensuite, donc, notre nouvel entrepreneur part dans son pays d'accueil. Alors, par rapport à ça, je rassure moi tout le temps les nouveaux entrepreneurs de ne pas partir comme ça dans un pays, même membre de l'Union européenne, mais sans avoir un petit peu d'argent de côté. Parce qu'Erasmus Jeune Entrepreneur, vous allez avoir une somme qui va vous être versée chaque mois travaillé dans le pays en question. Cette somme, elle est allouée en fonction du PIB où vous partez. Vous le verrez tout à l'heure, j'ai fait un tableau dans lequel sont référencés tous les pays et quelle somme vous pouvez avoir dans le pays en question. Mais il est clair que si vous partez, par exemple, je prends le cas de l'Irlande. L'Irlande, si mes souvenirs sont bons, c'est 930 ou 980 euros par mois. Que vous vous retrouvez en Irlande. Bon, ok, le premier mois, vous percevez 980 euros. Mais si il vous arrive un incident quelconque et que vous ne pensez vivre qu'avec ces 980 euros, ça va être difficile. Donc moi, je conseille toujours aux gens d'avoir quand même entre 500 et 1000 euros de côté pour si jamais. Également, quand le jeune entrepreneur part dans son pays pour Erasmus Jeune Entrepreneur, il faut également qu'il se loge. La question du logement, c'est également son entreprise d'accueil qui peut la régler. La plupart des entreprises d'accueil vont ou avoir des partenariats avec des résidences, notamment des résidences universitaires, mais également des partenariats, ils vont avoir peut-être un logement à disposition pour des stagiaires et autres, et souvent c'est ce qui se passe. Donc il y a toujours une solution, mais généralement ils mettent en contact avec des résidences qu'ils connaissent, qui sont sécurisées et où ils savent qu'il n'y aura pas de soucis, et qui évidemment en termes de prix ne sont pas très coûteux pour le nouvel entrepreneur. Donc là, notre jeune entrepreneur est parti, par exemple, 3 mois. Donc il effectue son programme Erasmus Jeune Entrepreneur pendant 3 mois. Il faut savoir également qu'il n'est pas obligatoire de faire les 3 mois d'affilée. Si par exemple notre jeune entrepreneur a déjà créé sa boîte et qu'il a des impératifs à rentrer en France, à rentrer dans sa boîte 2 jours ou 3 jours sur un mois, il peut tout à fait rentrer en France pendant 3 jours, faire les tâches qu'il doit faire et retourner ensuite en Pologne. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qui doit être mis au point dès le départ, dès lors que l'on effectue la convention et les décisions administratives. À la fin de son projet, notre Français
rentre chez lui, il a terminé son programme Erasmus Jeune Entrepreneur, et on va lui demander de rendre un questionnaire, donc ça c'est l'Union européenne qui le met à disposition, mais il doit le rendre obligatoirement. Et d'autant plus que sa dernière mensualité ne lui sera versée que lorsqu'il aura prouvé sa rentrée en France. Pour ça, comment on s'en avise? On va lui demander billet de train, billet d'avion, bref, un justificatif de transport prouvant sa rentrée en France. Et ensuite, donc, on lui fournit sa dernière mensualité. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Donc, comme je pense qu'on n'est pas nombreux, je pense qu'on peut les poser au fur et à mesure. Il y a l'accompagnement linguistique ou pas? Alors, pas qui est prévu. C'est-à-dire que nous, on ne va pas les former à la langue ou autre. On estime que s'ils partent sur un tel projet, c'est que déjà, ils ont des acquis dans telle ou telle langue. Un jeune qui ne va pas savoir du tout parler anglais, on ne va pas l'envoyer en Irlande ou dans un pays balte, par exemple. Ça, on le voit également lorsqu'on commence à faire des visios entre l'entreprise d'accueil et le jeune entrepreneur. On voit comment il se débrouille sur la langue. Si par contre on voit que vraiment ça ne va pas le faire, bon, on le rassure, on lui dit écoutez, il faut peut-être pas que vous partiez dans un pays comme celui-ci, peut-être partez davantage, pourquoi pas en Espagne, pourquoi pas au Portugal, si vous parlez mieux espagnol ou portugais, mais peut-être que partir dans un pays tel que celui-ci, ça peut s'annoncer compliqué. Après, si le jeune est réellement motivé, alors je dis le jeune, mais je veux dire le nouvel entrepreneur, il est réellement motivé par la volonté de faire ce programme-là, on ne peut pas lui obliger de ne pas y aller. Donc il y va. Après, on n'a pas eu de retour de personnes en nous disant non, je rentre, j'y arrive pas, je ne comprends pas le mot. Voilà. On n'a jamais eu ce cas-là en tout cas. Et juste, peut-être, quand vous dites il n'y a pas d'âge pour faire Erasmus, ça peut vouloir dire aussi que par exemple un jeune, je ne sais pas moi, qui était apprenti, qui a un projet d'entreprise, mais qui est mineur, est-ce qu'il sera éligible? Mineur, non. Non, c'est vraiment à partir de 18 ans. C'est c'est pour ça que je l'ai précisé tout à l'heure, j'ai dit c'est vraiment à partir de 18 ans, puisque de toute façon, il y a quand même il y a la rémunération Erasmus qui rentre en jeu, il y a le fait qu'il parte dans un pays seul, donc non, ça demande quand même pas mal de conseils, et il faut que, déjà, nous, pour un majeur, on va un peu les chouchouter, parce que moi, je vois le premier tous les mois, je contacte le nouvel entrepreneur, je fais un point avec lui, j'essaye de voir où il en est, comment ça se passe. Bien que je reçoive le rapport mensuel, je veux m'aviser quand même que tout se passe bien. Voilà. Moi, j'avais une question sur les frais de déplacement. Oui. Est-ce parce que souvent les programmes Erasmus permettent de payer les frais de déplacement, est-ce que là c'est pris en charge? Parce qu'en fait finalement vous dites qu'ils sont payés lorsqu'ils sont effectivement dans l'entreprise, un peu comme une sorte de gratification assurée quelque part. C'est ça. Mais est-ce que là il y a vraiment un dispositif qui a financé les déplacements? Alors, pas pour l'Union européenne. Quand le nouvel entrepreneur va partir sur l'Union européenne, il n'y a pas d'aide pour le déplacement. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on va lui verser sa première mensualité avant qu'il parte, pour que justement ça puisse l'aider à financer son transport et l'hébergement, puisque généralement, quand on prend un logement, on nous demande de verser une part auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on leur verse avant le départ la première mensualité. Par contre, on leur précise bien que cette première mensualité est versée à ce moment-là, mais qu'après, à la fin du mois, si par exemple il part en septembre, on va lui verser début septembre, mais par contre,
de fin septembre jusqu'à, on va dire, fin octobre, il n'aura rien. Donc, il faut qu'il en prenne compte. Par contre, c'est pour ça que j'allais revenir, sur la partie internationale, sur le Erasmus Jeune Entrepreneur qu'on appelle global, que je vous présenterai à la fin, là oui, il y a une aide au transport qui est octroyée pour chaque personne. Pour ceux qui parlent au Singapour et aux États-Unis. Exactement. Quand ils partent dans tous les autres pays internationaux, donc États-Unis, Canada, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, une aide de 800 € leur est octroyée. Par contre, pour Israël, c'est 600 €. J'ai une autre question. Par exemple, si c'est un entrepreneur qui a un projet très spécifique et en cherchant dans toute la base de données du programme, on ne trouve pas quelqu'un avec qui il peut bien matcher. Oui. Mais lui, il a identifié quelqu'un. Tout... Vous accompagnez pour pouvoir faire rentrer cette entreprise dans le programme Tout à fait. Alors, également, ce que je n'ai pas dit, je crois, en début de présentation, c'est qu'on est vraiment sur des entreprises du type TPE-PME. Ça, voilà, ça je préfère le dire, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Pour répondre à votre question, oui. Une personne qui ne trouverait pas son entreprise d'accueil peut tout à fait faire ses recherches de son côté. Et si elle trouve une entreprise qui est susceptible de pouvoir intégrer le programme, alors on lui demande où, s'il nous dit ça m'embête un peu, est-ce que vous pouvez la contacter? Alors à ce compte-là, c'est nous qui la contactons. On lui parle du projet, on lui parle de la façon dont ça se déroule et on la met en contact avec son organisme intermédiaire. C'est-à-dire qu'on lui explique que dans son pays, il y a des points de contact locaux, des organismes intermédiaires, qui la suivront dans tout ce processus pour intégrer le programme. Et c'est ce qui se passe. Par exemple, ça peut être le même cas en France. Un nouvel entrepreneur espagnol veut faire son séjour Erasmus Jeune Entrepreneur en France, ne trouve pas de boîte susceptible de l'intéresser. Il en trouve une, par exemple à Montpellier ou à Perpignan. Il la contacte, ou son point de contact local la contacte, et on essaye de créer un match, bien sûr. Oui. Au contraire, et au moins, ça apporte une augmentation dans la base de données, et c'est ce qu'on recherche. Et c'est quelque chose qui lui correspond. Exactement, et en plus, voilà, comme vous dites, et en plus c'est vraiment le type peut-être d'entreprise vraiment qui le correspond, et où il a envie de faire son séjour Erasmus Jeune Entrepreneur. Et durant son séjour, le nouvel entrepreneur, il travaillera à la fois sur des missions pour l'entreprise qu'il accueille et à la fois pour son entreprise, son alors, projet. S'il a déjà créé sa boîte, oui. Alors, c'est là où on leur fait vraiment prêter attention. C'est-à-dire que si la personne a créé son entreprise depuis 1 an, voire 2 ans, bon, c'est vraiment une petite entreprise, peut-être qu'elle fonctionne correctement. Peut-être que la personne a justement un employé, un salarié qui peut la faire fonctionner le temps de son absence. Si ce n'est pas le cas, c'est là que par exemple peut rentrer en jeu le fait qu'il puisse rentrer en France tous les mois pour pouvoir continuer à la gérer. Mais après, il est clair que du pays européen où il faut qu'il continue à la face à la gérer. Si quand il est sur place, il travaille pour son projet. Alors, il travaille pour les missions. Il travaille déjà en premier lieu pour les missions pour lesquelles il est dans le pays en question. Et après, eh bien, si l'entreprise, par exemple, décide de lui laisser, je ne sais pas moi, le vendredi pour justement travailler sur son entreprise, elle peut décider de lui laisser son vendredi pour travailler sur son entreprise, sur sa propre entreprise. C'est un accord entre eux. Mais ça, c'est des accords entre eux, tout à fait. Tout à fait. Vous avez dit TPE, PME, est-ce que Oui. ça pourrait être un auto-entrepreneur? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, oui. J'ai une question sur qu'est-ce que gagnent les entreprises d'accueil? Est-ce qu'elles perçoivent une rémunération de l'Europe? Non. Elles n'ont pas d'aide, elles n'ont pas Non. d'accompagnement financier, ça peut être une charge parfois. Alors, il faut que justement ce soit perçu non pas comme une charge supplémentaire, un salarié supplémentaire, mais plutôt comme quelqu'un qui va venir
leur apporter peut-être des idées nouvelles, des idées novatrices pour la boîte. Peut-être que c'est une entreprise qui a 15 ans d'existence et qui a personne pour faire fonctionner TikTok. Bon, aujourd'hui, TikTok chez les jeunes, voilà. Et peut-être que ce nouvel entrepreneur sait gérer TikTok, va leur créer une page, va un peu les amener dans ce monde-là. Donc, l'idée, c'est non pas d'avoir une charge supplémentaire, mais vraiment d'avoir des idées nouvelles et peut-être même de créer des contacts supplémentaires. Parce que l'idée même aussi du projet, c'est de dire, notre nouvel entrepreneur, par exemple, a déjà créé sa boîte. L'entreprise dans laquelle il va, elle a 15 années d'existence. Elle n'a pas vraiment de marché avec la France. Peut-être que ça peut justement l'intéresser. Et peut-être que notre nouvel entrepreneur a aussi des contacts en France. Je l'espère pour lui. Du coup, l'idée est aussi de mettre en lien ces contacts-là et de créer des marchés avec la France. Et si l'étudiant après il reste au-delà de 6 mois, il peut le faire ou pas? Non. Donc c'est en fait Donc, comme un stage. Là, ce qui va se passer, c'est que une fois, si la personne décide de faire 6 mois, elle ne peut faire que 6 mois. Elle ne peut pas aller plus loin. Donc elle est obligée de rentrer en France. Par contre, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec l'un des premiers Erasmus jeunes entrepreneurs. C'est ce que j'allais vous expliquer tout à l'heure. Il est allé le faire en Italie. Il était originaire de Pau. Il fait son séjour Erasmus jeune entrepreneur et à la fin, il m'appelle, il me dit bon ben voilà, ça y est, je suis rentré en France et bon, on reste quand même en contact. Et au bout de 2 mois, il me dit eh bien, écoutez, m'arrive quelque chose un peu d'incroyable. Il me dit l'entreprise dans laquelle j'ai fait Erasmus jeune entrepreneur m'a contacté et voudrait que je parte travailler chez eux en Italie. Ils m'ont proposé un contrat, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit ça c'est votre projet, hein, c'est pas le mien. Mais je leur ai dit si c'est pour vous une opportunité, lancez-vous. Et bien il a pris ses bagages et il est parti travailler en Italie, dans cette boîte. Alors justement, une fois qu'il a fait son stage ou son apprentissage, est-ce qu'après il y a des validations que vous mettez en place avec l'école? Une validation d'acquis? Est-ce qu'il sera avec un diplôme? Est-ce qu'il sera avec des micro-compétences? Non. D'accord, il n'y a pas de validation? Il n'y a pas de validation. Non, parce que là, ça reste vraiment dans une boîte. C'est vraiment un projet et il n'y a pas d'inscription dans une formation, il n'y a pas d'inscription dans une université, il n'y a rien de tout ça. Ça reste vraiment un projet qui est là pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances dans l'entrepreneuriat, mais après, il n'y a pas de validation de diplôme derrière. Ça, non. Okay. Et il n'y a pas de tuteur aussi qui le suit, qui va accompagner cet étudiant Non, non. La seule chose, c'est que... Voilà. Non, mais si ça l'est. Si ça l'est pas, vous savez, mais en tout cas, oui. Voilà. Nous, on va garder le contact. Alors, tous les points de contact locaux ne font pas forcément ce qu'on fait nous. Hein. C'est-à-dire que moi, c'est ma décision quand même de garder un contact avec le nouvel entrepreneur, savoir si tout se passe bien. Certains points de contact locaux vont envoyer le nouvel entrepreneur et ensuite, ils ne vont pas le revoir de 6 mois, de 3 mois ou après. Autre chose que je n'ai pas dit, évidemment, le programme ne peut s'effectuer qu'une fois. C'est-à-dire qu'une fois le programme effectué, si le nouvel entrepreneur fait 3 mois et après, 1 an ou 2 ans après, décide de le refaire, il n'a pas la possibilité de le refaire. Qu'on soit bien d'accord. Même s'il a fait que 3 mois. Même s'il a fait que 3 mois. Exactement. On pourrait penser qu'il a fait 3 mois et il peut faire 3 autres mois 2 ans après. Bah, si non. c'est un serial entrepreneur. Voilà. Non, ça c'est, par contre, ce n'est pas possible. Alors après, ce qui va se passer également à la fin de l'échange entre les deux entrepreneurs, du coup, une fois que l'entreprise hôte a validé son questionnaire, la Commission européenne lui valide et évidemment, elle retourne dans la plateforme pour de nouveau accueillir un nouvel entrepreneur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de délai d'attente d'1 mois ou de 2 mois entre 2 entrepreneurs. Une fois qu'elle a terminé son échange, elle peut quasiment de suite reprendre. Elle ne peut pas accueillir plusieurs dans le même temps. Par contre, elle ne peut pas en accueillir plusieurs en même temps.
Non, de toute façon, c'est pas possible, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois un nouvel entrepreneur et une entreprise d'accueil ont conclu un accord, quelque part, ils disparaissent de la plateforme, ils ne sont plus visibles. Donc, ils ne peuvent pas de nouveau renouveler un accord. Je crois que c'est évident, mais je voudrais être sûre. Du coup, il n'y a pas besoin d'être étudiant pour avoir accès à ce programme. Exactement. Et limite, peut-être même pour un étudiant, ça peut être compliqué parce qu'il ne peut pas se libérer de ses cours pour... On est d'accord. Donc, c'est pour ça que moi, c'est... Dans l'été. Voilà, alors ça peut être dans l'été, ça peut être par exemple un échange qu'il fait sur les 2 mois d'été ou 3 mois. Ou alors, moi c'est ce que je conseille vraiment aux étudiants, c'est que les étudiants qui se disent bon mais moi je vais aller jusqu'au master, c'est une fois le master terminé, par contre, le faire quasiment de suite. Parce que si après ils commencent à attendre, après c'est fini. Après c'est un échange qu'ils ne feront pas. Ils le feront peut-être par la suite s'ils se dirigent vers l'entrepreneuriat, mais s'ils ne le font pas de suite, après c'est... Juste, j'imagine un jeune qui a un projet de création d'entreprise, il est en Master 2. Oui. Et souvent, au deuxième semestre, ils ont un stage à faire. Qu'est-ce qui empêcherait le jeune, en plus d'être sur cette démarche-là, que l'employeur et l'université signent une convention de stage? Rien. Ah non. Ouais. Non, Donc en fait, ça peut être très intéressant pour les M2, les Master 2, où il y a vraiment, on est vraiment sur une dynamique de création d'entreprise. Alors, ce qui se passe, c'est que même par rapport au stage, je vois, par exemple, le stage de M2, alors, je vous dis rien, mais la Commission européenne refuse. C'est-à-dire qu'elle ne veut Ils ne sont pas au courant. Elle ne veut pas que le stage de Erasmus, leur stage d'université, serve un peu oui, moi je vous parlais vraiment de l'étudiant en formation initiale qui doit valider son ME2 et qui doit effectuer un stage dans une entreprise de 4 mois. Là, nous, lorsque la Commission européenne nous a dit, surtout quand il y a stage, que vous voyez, parce que des fois, bon, on a des coquins aussi, hein, ils ne le disent pas forcément, mais bon, on s'en aperçoit rapidement aussi. Mais lorsqu'on a le cas, la Commission européenne nous avait bien dit, surtout là, non. Dans ces cas-là, non, vous ne prenez pas. Ça c'est en France, c'est super réglementé, mais par exemple en Roumanie, l'école ne te prend jamais, ils te disent tu te débrouilles avec ton stage. Nous, tu es là pour les cours, mais le stage c'est à votre... Sauf si tu rentres dans une école, tu payes une fortune, mais les écoles comme ça, donc c'est toi, tu cherches ton stage d'entreprise et tout, il n'y a pas d'aide, rien du tout. Donc là, comme l'école n'est pas impliquée, le pauvre étudiant en Master 2 création d'entreprise, il peut très bien bénéficier de ça parce que l'école finalement n'est pas du tout... Et il ne faut pas pour valider son diplôme non plus. Ouais, ça va dépendre des écoles, ça dépend des formats. C'est vrai que nous, c'est assez réglementé, on ne peut pas effectivement chez l'étudiant comme nous. C'est-à-dire que nous, c'est pareil, nous, en plus, on est sur de l'apprentissage. On peut accueillir un bon étudiant roumain qui n'a pas fait son stage. Mais nous, voilà, nous, on a un peu le même souci, sauf que nous, bon, c'est sur de l'apprentissage. Et nous, les jeunes, on va leur parler du programme et on va leur dire, attention, vous ne pourrez le faire qu'à partir du mois de septembre, une fois que vous aurez diplômé, mais pas avant. En fait, du coup, juridiquement, est-ce que c'est des vrais stagiaires? Non, parce que justement, on n'est pas sur du stage. On n'est pas sur du stage, et ça, pareil, l'Union européenne, elle précise bien, ce n'est pas du stage. Et même la rémunération, il ne faut pas la voir comme une rémunération de stage, quoi. C'est vraiment une rémunération qui est là par rapport aux missions accomplies de l'entrepreneur, mais par contre, ce n'est pas du stage. Et de toute façon, à la fin, ils n'ont ni convention de stage, enfin voilà. Même la convention qu'on signe entre les 4 parties, nouvel entrepreneur, entrepreneur et les 2 organismes intermédiaires, c'est vraiment une convention qui va établir les missions, qui va établir la période, mais
vous ne verrez jamais mention de stage. Est-ce que l'entrepreneur qui part en Pologne a l'obligation de recevoir à son tour Ah non. Non. L'échange se fait que d'une partie. Si après, notre nouvel entrepreneur a créé son entreprise et qui veut convier l'entreprise d'accueil à venir voir son entreprise et peut-être établir des échanges, pas de souci. Mais ça, nous, on n'en sait rien. Mais par contre, non, il n'y a pas du tout obligation de faire du donnant-donnant. Non. Ah, voilà. Si ça se passe mal, pardon, si par exemple, au bout de 2 mois ou 3 mois, le jeune entrepreneur en fait, se plaît pas dans l'entreprise ou vice-versa, une possibilité de rupture. Tout à fait. Auprès de l'Union Ah oui. qui arrête. Oui. Non, on les force pas à rester. Non, on les force pas à rester. Bon, il faut vraiment qu'il y ait quand même des raisons valables. Par contre, si ça vient de l'entreprise risque d'être exclue du programme. Suivant ce qui s'est passé, il y a ce risque-là. Après, moi en tout cas, nous on y est depuis maintenant presque 4 ans, puisqu'on a démarré en février 2020, un mois avant le Covid, donc on s'en souvient encore. On n'a jamais eu de cas assez grave ou assez particulier à gérer. Mais ça peut très bien nous arriver, de toute façon, on est à l'abri de rien. Mais si ça arrive, il est clair que le nouvel entrepreneur, on le fait rentrer en France et voilà. Il va y avoir toujours un déplacement physique ou est-ce que par exemple on pourrait imaginer en fait une mission, par exemple de 1 mois ou 2 mois à distanciel? Non, alors. Parce que c'est aujourd'hui. C'est impossible et même quand on a été en temps de Covid, ça ne s'est pas fait. Donc justement, quand on a été en période Covid, il n'y avait pas de transport de toute façon. Donc tout était arrêté. Et justement, on commençait à poser la question à l'Union européenne, à savoir s'il n'y avait pas quand même possibilité d'effectuer des échanges comme ça en visio. Et non, l'Union européenne a refusé catégoriquement et a dit on préfère attendre que tout aille mieux plutôt que de commencer à accepter des échanges comme cela. Et après, ils ont commencé à réouvrir les frontières, à réouvrir les transports. Et après, donc, on a tout effectué de manière normale. Et si c'est quelqu'un qui est à la frontière, par exemple, j'habite à Menton et je fais mon stage, là, ça vraiment. Tout à fait. Si tu vas, si tu te déplaces, c'est bon. Mais oui, comme nous. Nous, par exemple, à Perpignan, moi j'avais une jeune fille qui était, c'est celle dont je vais vous montrer le témoignage tout à l'heure, Anne. Elle habitait dans un petit village près de la frontière, à Maurias, et elle a effectué son séjour Erasmus Jeune Entrepreneur à Gironde, qui est à 40 minutes en voiture. Donc elle rentrait le soir chez elle? Non, donc elle restait quand même en Espagne parce que c'était quand même plus simple pour elle. Mais par contre, elle aurait pu très bien, oui, rentrer le soir. Après, les week-ends et autres, souvent elle rentrait en France et ce n'était pas un problème, puisque le lundi matin, de toute façon, elle était au sein de son entreprise. Donc c'est surtout ce qui compte. Mais il est tout à fait possible, oui, d'effectuer un échange comme ça de manière transfrontalière. Combien d'entrepreneurs en Occitanie on a envoyé et combien on a reçu? Parce que sur les statistiques, j'avais vu, il n'y avait rien sur l'Occitanie. Non, alors le problème c'est que vraiment des chiffres, on va dire, officiels par rapport aux entreprises d'accueil et aux nouveaux entrepreneurs, on n'en a pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que point de contact local pour la partie sud, on va envoyer des nouveaux entrepreneurs déjà de la région sud, on est bien d'accord, mais lorsque les autres points de contact locaux de France ont effectué leur objectif, puisque chaque point de contact local a des objectifs à atteindre au bout de 4 ans. Si le point de contact local de Paris, par exemple, a atteint ses objectifs en 2 ans, et qu'il continue à avoir des appels de nouveaux entrepreneurs, il renvoie le nouvel entrepreneur vers les autres points de contact locaux qui n'ont pas encore
eu, qui n'ont pas encore atteint leur objectif. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas une visibilité assez réelle pour savoir combien ont accueilli. Ce qui est sûr, c'est que sur la partie Occitanie, moi, en tant que point de contact local, je n'ai pas eu, sur les 3 ans, une entreprise de la région qui a reçu un nouvel entrepreneur. Je n'en ai pas eu. C'est dommage ça. Par contre, un nouvel entrepreneur, j'en ai eu, donc j'ai eu le monsieur de Pau, et là j'en ai un de Narbonne qui va partir au Canada. Voilà. Il part là dans 15 jours. Bien. Voilà. C'est quel objet d'activité? Œnologie. Tout le secteur viticole et du vin. Donc ensuite, concernant la subvention... Il y avait une autre slide avant, on n'a pas vu. Pardon. Oui, les avantages. Donc ici, vous avez grosso modo les avantages de l'une des parties et de l'autre. Donc du nouvel entrepreneur et de l'entreprise d'accueil. Donc comme je vous l'ai dit, accéder à des nouvelles compétences et connaissances, travailler avec un esprit nouveau, acquérir des informations sur les marchés étrangers. Donc ça c'est assez important pour les deux parties, c'est pour ça que je l'ai mis vraiment dans les deux parties. Établir de nouveaux partenariats avec des entrepreneurs d'autres pays. Pour le nouvel entrepreneur, ça va être de développer des contacts, obtenir l'expérience et recevoir les conseils d'un entrepreneur expérimenté, et également toute la partie fournisseur, client, opportunité, éco-entreprise. Donc ça va être important aussi pour le nouvel entrepreneur car il va se faire déjà un bon réseau aussi dans le pays qu'il va visiter. Du coup, concernant la subvention, donc j'en ai parlé tout à l'heure, elle contribue aussi aux frais de voyage, elle est versée par nous en tant qu'organisme intermédiaire. Alors aussi, on va demander au nouvel entrepreneur de nous fournir chaque mois des preuves comme quoi il est bien dans le pays en question. Quelles vont être ces preuves? Des tickets de restaurant, des tickets de transport public, des tickets d'achat de nourriture. Voilà. Parce qu'il y a quand même vraiment, on veut une visibilité, une traçabilité sur le fait que le nouvel entrepreneur soit bien dans le pays en question. Donc ici, vous avez le tableau justement des montants alloués dans chaque pays. Donc il y a les pays de l'Union européenne, mais également les pays internationaux. Donc le premier, Danemark, Liechtenstein, Norvège, 1 100 € par mois. En deuxième, on voit Irlande, Royaume-Uni. Alors vous allez me dire, mais comment le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni a été dans le programme Erasmus Jeune Entrepreneur jusqu'en janvier 2023 et il le sera aussi jusqu'en janvier 2024. Pourquoi ces deux dates? Janvier 2023, toutes les entreprises, enfin PME, TPE britanniques, avaient la possibilité encore d'accueillir des nouveaux entrepreneurs européens. En janvier 2023, ça s'est terminé. Jusqu'en janvier 2024, des nouveaux entrepreneurs britanniques ont encore la possibilité d'intégrer le programme. Mais à partir de fin janvier 2024, ce ne sera plus possible. Voilà. Mais le Royaume-Uni, voilà, était encore. C'est pour ça que je l'ai laissé. États-Unis, Singapour, donc on est sur du 1 000 €. Finlande, Suède, bon, etc., etc. Je vous laisse voir. Donc, de toute façon, on est en fonction du PIB de chaque pays, mais on voit, et je réponds à votre question, on voit du coup que suivant les pays où on se rend, il faut vraiment quand même avoir un petit peu d'argent de côté. Avec 530 € à Moldavie, ils se débrouillent très bien. Oui. Mais après, voilà, il faut penser quand même qu'il faut vivre, il faut se loger, il faut se nourrir, si on veut visiter un peu le pays en question. Donc voilà, après c'est ce que je dis moi aux nouveaux entrepreneurs,
je ne dis pas d'avoir 5 000 € de côté, mais quand même avoir entre 500 et 1 000 € de côté, c'est quand même mieux parce qu'il suffit qu'il y ait un incident ou un problème de santé. Bon, il faut quand même qu'il y ait ce qu'il faut, qu'il y ait un peu d'argent de côté. Et est-ce que l'entreprise d'accueil peut verser un salaire en plus de cette subvention? Parce que si par exemple quelqu'un trouve une entreprise à New York, avec 1 000 €, c'est impossible. Oui, si on est là-bas, on trouve un deuxième job. Alors ça après, il y a la possibilité. Si par exemple la personne décide de travailler le week-end, après c'est quand même compliqué. Après, comme vous dites, il est clair que 1 000 € à New York. Alors justement, ça je préfère le préciser aussi. Généralement, quand vous partez par exemple aux États-Unis, vous ne partez pas dans des grandes villes telles que New York, Washington. Voilà. Vous partez vraiment dans plutôt des petites villes. Je ne dis pas que vous partez à la campagne, attention, mais voilà, c'est un entre-deux. C'est comme le Canada. Là, le Canada, le jeune de Narbonne qui part là d'ici 15 jours, il ne part pas à Ottawa même. Voilà. Il part. Alors du coup, sur de l'Erasmus Jeune Entrepreneur Global, donc c'est celui qui concerne les pays internationaux, c'est maximum 3 mois. C'est de 1 à 3 mois. Et donc lui, il part 2 mois. Il part jusqu'à janvier. Donc après, certaines personnes veulent vraiment partir dans ces pays-là. Si je prends l'exemple, par exemple, de la Corée du Sud, bon, mais parce qu'il y a le côté asiatique, il y a peut-être par rapport au secteur d'activité qui est vraiment en lien avec ce pays-là. Donc ils vont décider de partir dans des destinations comme celle-ci. Et combien d'argent c'est pour un billet d'avion, par exemple, aller aux États-Unis il y a longtemps? Alors justement, l'aide qui est octroyée pour les pays internationaux, c'est 800 € pour les États-Unis, le Canada, Taïwan, Corée du Sud, j'en ai oublié un je crois, États-Unis, Singapour, c'est 800 €, Corée du Sud, c'est 800 €, Canada, c'est 800 €, ben, il me reste Israël. Israël, c'est... voilà, et Taïwan. Taïwan, c'est aussi 800 €. Et Israël, c'est 600 €. Voilà. Mais après, ils font ça parce que, évidemment, aujourd'hui, bon, sur l'Union européenne, bon, on trouve quand même des vols pas chers d'une destination à l'autre, alors que c'est sûr que si on veut se rendre aux États-Unis ou au Canada, bon, le billet, c'est pas Ryanair, quoi. C'est un peu plus que ça. Est-ce que vous accompagnez les étudiants aussi, par exemple, pour trouver un financement supplémentaire? Il y a des autres dispositifs français? Tout à fait. Alors ça, justement, on essaie au maximum de leur dire, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir un nouvel entrepreneur, par exemple, qui n'a pas lancé son entreprise et qui veut partir justement sur un projet comme celui-ci, donc on va lui demander de bien se renseigner sur justement les différentes aides qui peuvent être octroyées pour des projets comme celui-ci. Et également, on va les mettre aussi, par exemple, en relation avec Europe Direct, avec Madame Sarda-Vergès. On va les mettre en rapport aussi avec tout ce qui va être Pôle emploi, pour justement avoir peut-être un complément sur la destination et sur le projet. Oui. On essaye au maximum. Nous, notre idée, c'est vraiment que le projet se passe au mieux pour la personne, qu'elle en garde un bon souvenir et qu'après, ça lui permette vraiment de se lancer. Je vous montrerai quelques chiffres tout à l'heure, vous verrez. Donc nous, le rôle de l'organisme intermédiaire, quel est-il? Déjà, bon, c'est recruter, évaluer les entrepreneurs. Bon, ce n'est pas la première des choses, mais ça en fait partie, puisque, je crois que je n'en ai pas parlé tout à l'heure, on va également avoir des entreprises d'accueil à gérer. Quand l'entreprise d'accueil vient vers nous et qu'elle est intéressée par le programme, on va lui dire également comment ça se passe et comment on peut candidater au projet. Eux, les entreprises d'accueil, on ne va pas leur demander leur CV. Voilà.
mais on va leur demander un peu depuis combien de temps l'entreprise existe. Donc on va leur demander quelques documents pour s'assurer de la véracité. Et ensuite, ils vont pouvoir participer au programme. Mais on va également regarder les motivations. Si on voit une entreprise qui a envie de montrer ce qu'elle sait faire et d'apporter du nouveau à un nouvel entrepreneur, voilà. Après, si c'est juste pour accueillir quelqu'un et faire des tâches qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. Donc ensuite, rechercher activement des échanges. Il est clair que quand on a un nouvel entrepreneur qui commence à candidater, nous, notre but, c'est qu'au plus vite, il trouve une entreprise d'accueil. Accompagner les nouveaux entrepreneurs avant et pendant le séjour, et je suis tenté de dire aussi après le séjour. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir après le séjour, qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a envie de créer son entreprise? Est-ce qu'il préfère ne pas le faire de suite? Ou est-ce que vraiment il s'aperçoit que l'entrepreneuriat, c'est pas pour lui? Et ensuite, ce que je fais aujourd'hui, donc promouvoir AI au niveau national, régional et local. Donc nous, c'est vrai que des soirées comme là, ou même en journée, pouvoir présenter le programme, c'est topissime pour nous, parce qu'au moins ça permet d'apporter un peu de connaissances sur ce programme, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il est assez méconnu des personnes. On connaît énormément Erasmus+, bien sûr, mais Erasmus Jeunes Entrepreneurs, ce n'est pas un programme dont on entend trop parler, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Donc nous, on essaye au maximum, dès qu'on a un nouvel entrepreneur qui part ou qui séjourne dans un pays, c'est de communiquer dessus. Et également, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir en parler au plus grand nombre. Donc quelques chiffres clés à propos du programme Erasmus. Donc le programme Erasmus, donc là, ça sera... Donc Erasmus Jeunes Entrepreneurs a démarré en 2009 avec une 50aine de projets. Donc c'est pas énorme. Et puis, année après année, évidemment, l'Union européenne a également de plus en plus donné de subventions aux organismes intermédiaires pour pouvoir justement faire repartir un plus grand nombre de personnes. Et on voit que petit à petit, on est sur une croissance exponentielle. Et on voit que même en 2020-2021, il y a quand même eu pas mal d'échanges, même qu'il y ait eu le Covid. Il faut le percevoir. On aurait pu penser qu'il y ait eu une chute, et pas du tout. De toute façon, je crois qu'il y a eu la fermeture des frontières, des transports jusqu'à peu près le mois d'avril ou mai, si mes souvenirs sont bons. Donc après, de nouveau, de mai à septembre-octobre, c'est reparti de manière assez rapidement. Et heureusement, puisqu'après, de nouveau, je crois que ça a été de novembre à décembre-janvier, il y a de nouveau eu une fermeture. Mais on voit que même avec ce qui s'est passé, il y a quand même eu bon nombre de personnes qui sont parties. Et année après année, évidemment, ça va de plus en plus haut, et tant mieux. Et on espère que ça continuera. Concernant les impacts, 58% des nouveaux entrepreneurs estiment que Erasmus Jeunes Entrepreneurs a contribué, voire beaucoup contribué, au bon démarrage de leur entreprise. Donc on est à plus de la moitié qui estiment que ce programme leur a quand même donné un coup de pouce dans la vision de la création d'entreprise. Également, 36% des entrepreneurs en herbe ont déclaré avoir créé leur propre entreprise après l'échange. Donc là, on voit que quand même, de suite après l'échange, créer son entreprise, ça représente à peu près un peu plus d'un tiers. Par contre, les chiffres qu'on n'a pas réellement, c'est ceux qui l'ont créé un peu plus tard, 2, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après. Mais on sait qu'il y a eu quand même création d'entreprise. Ce qui est assez intéressant,
c'est celui-ci, c'est que 15% des nouveaux entrepreneurs estiment que le programme peut être une solution au chômage. Alors, il faut penser que l'entrepreneuriat, je pense, on ne se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat parce qu'on est au chômage. Il faut quand même qu'il y ait une réflexion de fait. Mais il est clair que pour une personne qui est sans emploi et qui peut-être se dit pourquoi pas l'entrepreneuriat, pourquoi pas une création d'entreprise parce que il y a un secteur d'activité qui me passionne, faire ce programme-là peut lui donner une visibilité, peut-être à long terme, et rentrant en France, peut-être peut décider de démarrer une création d'entreprise. Et pourquoi pas, comme vous le disiez tout à l'heure, démarrer par de l'auto-entrepreneuriat pour après partir vers de l'entrepreneuriat et de la création de TPE, PME. Tout à fait. Concernant les hôtes, donc 60% des hôtes ont déclaré avoir acquis de nouvelles idées, de nouvelles techniques pour leur entreprise grâce au programme. 53% des hôtes ont développé de nouveaux produits ou services depuis l'échange. Et 65% des hôtes entrepreneurs ont étendu leur activité à d'autres marchés. Donc ça, c'est quand même un chiffre assez clé et assez démonstratif de l'impact que peut avoir Erasmus Jeunes Entrepreneurs sur ce projet-là et sur les capacités à avoir de créer de nouveaux contacts et de nouvelles idées pour les entrepreneurs. J'ai juste une question. Oui. On peut avoir le risque qu'une entreprise hôte qui accueille un jeune entrepreneur, qui a son projet, etc., son originalité économique, se fasse piquer le concept par l'entreprise hôte. Alors, est-ce qu'il y a dans la convention quelque chose qui protège l'entreprise hôte et le nouvel entrepreneur des risques de pillage économique finalement? Oui, alors là-dessus, au niveau des accords, tout est fait en bon uniforme pour que justement, comme vous dites, il n'y ait pas pillage des idées des uns et des autres. L'idée n'est pas qu'une fois que le nouvel entrepreneur rentre en France, il copie l'idée de son entreprise pour créer la même chose. C'est pas du tout le concept. Et puis, de toute façon, en termes de nouveaux entrepreneurs, on va avoir quand même des personnes qui, alors moi je le vois avec les nouveaux entrepreneurs que j'ai eus, la majeure partie de ce que j'ai eu ont déjà créé leur entreprise et avaient déjà leur système économique. Donc c'est pas eux qui vont piller les idées des autres. Après, l'idée est vraiment d'apporter des idées nouvelles. Quand ils vont créer leur plan d'activité au tout début du programme, il est bien entendu bien indiqué toutes les missions qui vont être réalisées par l'un et par l'autre et ce que le nouvel entrepreneur va apporter à l'autre et inversement. Donc ça c'est également bien mentionné et nous c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir aussi si sur le rapport mensuel tout est bien effectué. Parce que si après on s'aperçoit par exemple au bout de 5 mois ou de 6 mois de programme que finalement presque rien n'a été effectué de ce qui avait été demandé et conclu, là il va y avoir problème. Donc là on va chercher à savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et si les deux parties nous disent « Ah non, mais tout s'est bien passé », bon, c'est qu'il y aura quand même anguille sous roche. Donc ça on cherchera à savoir, bien sûr.